Bonsoir, je suis Valérie Lemarquand, attachée de coopération scientifique et universitaire à l'ambassade de France à Stockholm depuis le 1er septembre, donc chargée des relations entre la France et la Suède pour l'enseignement supérieur et la recherche. Merci à toutes et tous d'être avec nous ce soir pour ce deuxième remue-ménage organisé par l'Institut français de Stockholm. Nous sommes toujours en ligne puisque la période l'exige. Nous sommes néanmoins très heureux de pouvoir le faire et d'offrir ainsi la possibilité de partager un moment de discussion en français sur une thématique sur laquelle de plus en plus de personnes s'interrogent, se sentent interpellées, voire concernées. Nous aborderons aujourd'hui en effet le thème de l'alimentation locale et durable. Pour lancer la soirée, je vous propose quelques chiffres à considérer. En 2018, les émissions totales de gaz à effet de serre du secteur agricole en Suède étaient de 6,8 millions de tonnes d'équivalent de dioxyde de carbone, ce qui correspond à 13% des émissions totales de la Suède. En France, ces émissions pour la même période correspondent à 19,4% des émissions totales pour 85 millions de tonnes équivalent de dioxyde de carbone. L'objectif annuel français de réduction est de 1% par an pour la période 2019-2023. Il faut mettre en regard le fait que la Suède a 10 millions d'habitants et la France presque 70. Voilà pour la production. Mais prenons maintenant un exemple de produit alimentaire bien connu, celui du Nutella, fabriqué dans une usine européenne dont la plus grande se situe en France, en Seine-Maritime. Si on regarde d'où viennent les ingrédients, le chocolat provient des pays du Golfe de Guinée, les noisettes arrivent de Turquie, la vanille de Chine, l'huile de palme vient d'Indonésie et le sucre du Brésil. Au total, les ingrédients auront parcouru 37 300 km pour arriver à l'usine, ce qui correspond à 1260 tonnes de CO2. Notre consommation alimentaire a donc bien évidemment un impact écologique sur la planète, mais aussi sur la santé publique. On peut penser à l'utilisation des pesticides et d'engrais, à l'utilisation des ressources en eau, à la pollution des sols et des cours d'eau, et la liste est longue. De nombreuses questions s'ajoutent. Que signifie manger durablement? Est-ce que local veut dire durable? Est-ce que les projets d'agriculture urbaine s'insèrent dans cette démarche et comment? Quand on parle de manger durablement, on y associe souvent l'idée que c'est aussi manger des produits sains et de qualité. Pour essayer de répondre à toutes ces questions et nous accompagner dans notre réflexion et dans nos discussions ce soir, nous sommes heureux d'accueillir deux acteurs qui traitent le sujet sous des angles différents. Sébastien Boudet, artisan boulanger à Södermalm, Sébastien Poseler, parlera des circuits courts et d'alimentation responsable. Gilles Fumet, professeur de géographie de l'alimentation à la Sorbonne, parlera d'alimentation durable et responsable, ainsi que de consommation locale. Béatrix Wächter-Alsanius, professeure en horticulture à la SLU, ne pourra malheureusement pas se joindre à nous pour des raisons de santé et nous lui souhaitons tous un prompt rétablissement. Lors des inscriptions, nous vous donnions la possibilité de prendre la parole pour présenter vos projets. Deux personnes ont saisi cette opportunité et nous présenterons aussi leur projet. Il s'agit de Cyril Gobert, qui présentera le projet Stadbruk, qui travaille avec plusieurs villes en Suède et en Europe au développement d'écosystèmes pour favoriser la création de fermes urbaines commerciales. Et Sonia Lehmann, qui nous présentera le projet Huvudstad Trädgård, un projet de ferme urbaine zéro déchet, lancé en mars dernier avec la start-up Food Loops, et qui a reçu la semaine dernière le prix environnemental 2020 de la ville de Solna. Pour rappel sur le concept, les remue-ménages sont des groupes de discussion en français. N'hésitez donc pas à prendre la parole. Si vous souhaitez poser une question, appuyez sur le bouton « Lever la main » et nous vous mettrons en ligne. Vous pouvez également poser des questions par écrit. Utilisez pour cela, s'il vous plaît, l'espace de questions-réponses de l'outil Zoom. Vos questions seront relayées auprès de tous. Mais j'ai gardé la parole assez longtemps et nous avons tous hâte d'en apprendre plus sur vos projets. Je vais donc donner sans plus tarder la parole à Sébastien Boudet. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Donc, je suis boulanger
Donc ça paraît comme c'est un petit métier, mais qui a un grand impact sur l'environnement, vu que bon, moi j'ai un petit peu un rôle central euh, du fait que bon, j'ai une boulangerie. Et en fait, j'achète énormément de matières premières. Donc en fait, toutes les matières premières que j'achète déclenchent un système de production. C'est-à-dire que tous les systèmes que moi je mets en avant vont, vont grandir et vont s'adapter à ma demande. Et après ça, en fait, moi, je vais transformer toutes ces matières en nourriture. Donc, en fait, si moi, je prends la mauvaise décision, que j'achète des matières premières qui ne sont pas à la hauteur, en fait, je vais appuyer sur toutes les parties du système, en fait. Et je pense que ça, c'est un rôle qu'on oublie souvent quand on parle de restauration, et bon, que ce soit une boulangerie ou un restaurant, c'est le fait d'avoir cette responsabilité justement sur les achats et sur les produits, les matières premières qu'on utilise. Souvent, on entend dans les débats sur l'écologie, sur le développement durable, où on essaie de souvent mettre la responsabilité sur le consommateur, en disant que le consommateur ne sait pas ou n'est pas prêt à payer ce que ça coûte, alors qu'en fait, la responsabilité, elle est beaucoup plus au niveau primaire et secondaire, c'est-à-dire qu'au niveau de la production et de la transformation. Donc moi, j'ai une petite boulangerie qui grandit tout doucement dans le sud de Stockholm. Et en fait, cette boulangerie, ce qui est un petit peu unique, c'est que je travaille qu'avec des petits producteurs. C'est-à-dire que je n'ai pas de grossistes, je n'ai pas de grosses entreprises qui réunissent mes achats et qui me livrent tout d'un coup. Donc, je travaille avec tout un tas de petits producteurs qui sont souvent des fermes, en fait. Et en fait, ces fermes-là, moi, j'ai un cahier des charges qui est très important, c'est que je veux savoir tout ce qui se passe. Comment chaque produit est fabriqué, ou comment l'œuf, la race de la poule, le type de nourriture. Et en fait, et parce que pour moi, tous ces détails-là sont très importants. Donc en fait, je travaille avec tous ces petits producteurs qui ont un équilibre dans leur ferme, où ils vont travailler avec des animaux, avec des légumes, avec des céréales, avec tout un tas de différentes productions qui vont s'intégrer, et surtout qu'il n'y ait pas d'entrants. C'est-à-dire que c'est des fermes qui ne vont pas utiliser de pesticides, qui ne vont pas utiliser d'engrais chimiques. Et en fait, le but, c'est de garder les nutriments sur place, à l'endroit où la ferme se trouve. Parce que ça, c'est justement un gros problème au niveau de la production alimentaire, c'est que souvent une ferme qui a 200, 300, 400 hectares va importer des nutriments de l'extérieur qui vont venir d'une mine quelque part, que ce soit du phosphore ou de l'azote ou des nitrites, et vont les amener de très loin et les mettre dans le sol, ce qui va créer justement une perte dans le sol et qui va après, comme une espèce de fuite de nutriments, qui va transformer un déséquilibre au niveau des nappes phréatiques, au niveau des rivières, et après en conséquence sur les mers. Donc en fait, j'ai une bonne trentaine de petits producteurs qui sont très très flexibles et qui ont une vue à 100% sur leur matière première et sur leur façon de produire leurs ingrédients. Et à partir de là, après, bon, bah, moi, la boulangerie se trouve en plein centre-ville, et mon ambition, c'est de pouvoir proposer aux gens qui habitent en ville de ne pas être acteurs d'une dégradation encore plus au niveau alimentaire, au niveau de l'environnement. Donc en fait, le but, c'est de pouvoir dire que quelqu'un qui habite dans une grande ville de 2 millions d'habitants peut quand même, avec sa consommation, ne pas affecter l'environnement et réduire les quantités de dioxyde de carbone. Et puis après, bon, bah, il y a toute la partie gastronomique qui va permettre justement à tous ces gens de pouvoir découvrir le terroir suédois avec toutes les différentes régions, les différents climats. Parce que la Suède, c'est un pays très très long avec beaucoup de zones climatiques différentes. Et c'est une chose que moi, je me plais à faire découvrir aux Suédois, parce que souvent, ils ne le connaissent pas. Je crois que je rencontre beaucoup de Suédois qui ont plus de connaissances sur les terroirs français ou italiens ou espagnols, et qui ne connaissent presque pas leur propre terroir à eux. Et après, bon, bah, il y a la partie santé, bien sûr, dans le sens où on travaille avec que des matières premières qui n'ont pas été processées. Il n'y a pas de process industriel, il n'y a pas de transformation, tout est vraiment propre.
Et bon, bah, ça, après, moi, je m'en porte garant vis-à-vis du client. Après, la deuxième chose importante pour cette boulangerie, c'est que justement, on ne met pas trop en avant ce côté bio, éco, petit producteur. On essaie vraiment de se déguiser en boulangerie normale, où voilà, c'est une boulangerie. Vous venez acheter un pain ou un croissant. Bon, bah, si il est bon, le prix est raisonnable normalement, chaque personne qui vient acheter un produit est content. Après, si vous voulez en savoir plus, bon, bah, vous pouvez toujours demander et on se fait toujours un grand plaisir à expliquer comment on travaille. Mais le but, c'est de ne pas marginaliser l'écologie et la nourriture. Comment on dit ça? Il me manque des mots en français, ça fait longtemps, ça fait 20 ans que j'habite en Suède, hein. Je suis expatrié depuis 26 ans, donc il y a des mots qui manquent, justement qu'une nourriture qui soit sustainable, comment on va dire ça? Durable, ça fait un gros mot. Donc en fait, le but c'est de pas marginaliser en fait l'écologie et de justement ne pas la rendre comme quelque chose de spécial et de pas faire justement un clivage social, de dire voilà, ça c'est un produit qui est spécial. Pour moi, l'écologie est normale, c'est les produits alimentaires transformés et bourrés de produits chimiques qui devraient s'annoncer en fait au grand public. Les gens donc en fait, moi dans ma boulangerie, j'ai un très très gros mélange de différents types de gens. Donc ce que j'ai fait, moi, c'est que j'essaie de garantir le canal de distribution. Donc j'ai mes fournisseurs, ces paysans, et donc on essaie de trouver leur pointe de connaissance et leur pointe de compétence dans quel domaine. Si j'en ai un qui est spécialisé, qui a une terre qui est très très pauvre, et bon, bah, il va commencer à faire du sarrasin pour moi. Parce que le sarrasin n'a pas besoin d'une terre très très riche. Après, si j'ai un autre agriculteur qui va vouloir faire ou je veux des céréales de lui parce que je veux des blés avec beaucoup de protéines, donc en fait, je vais essayer de le pousser aussi à faire des légumes, à faire des fèves, à faire des haricots, pour pouvoir justement attraper tout cet azote dans l'atmosphère et le mettre dans le sol. Parce que c'est un petit peu comme ça que ça marche avec les protéines dans les céréales. Et essayer justement de créer des petits circuits fermés dans le circuit fermé et d'avoir cette discussion. Donc moi, j'ai la chance bon, je suis en Suède depuis 20 ans, donc je connais très très bien le pays, j'ai voyagé dans tout le pays, et puis bon, bah, en ayant été assez médiatisé pendant de nombreuses années, bon, bah, tous les gens qui travaillent avec l'agriculture durable me connaissent, et à chaque fois que j'engage un nouveau partenariat avec un nouveau producteur, bon, bah, ça déclenche plein de choses. On essaie toujours de tout faire en ouvert, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la database, à moi, elle est complètement ouverte. Il n'y a absolument rien de caché, il n'y a rien de secret. Tout ce que je fais, il n'y a rien, tout est transparent. Ma boulangerie est entièrement transparente. Il n'y a pas de mur, il n'y a pas de porte. Tout est ouvert. C'est dans un marché couvert. Donc, en fait, les gens ont accès à tout. On voit absolument tout. Et on n'a absolument rien à cacher. Donc, en fait, tout le toit du bâtiment est construit en petits pôles il y a des jardins, en fait. C'est-à-dire qu'on fait un système, on récupère tous les restes, toutes les pots, les pots et puis les restes de nourriture qui pourraient être traités comme du gâchis, mais on les transforme en compost. Et en fait, on fait pousser plein de légumes et d'herbes sur le toit du bâtiment, en fait. Donc, on essaie aussi, nous, d'avoir un petit cercle fermé aussi sur place. Et puis surtout, quand on fait parce qu'on c'est aussi un restaurant, donc on fait à peu près une centaine de repas par jour. Et en fait, bon, bah, tous les produits sont aussi en saison et sont aussi bio et sont aussi issus d'une agriculture renouvelable, bio et locale. Parce que ça, c'est quelque chose qu'aussi souvent on sépare. Vous disiez un petit peu avant, Valérie, le local ou bio. Est-ce que des fois, et ça c'est compliqué, et ça ce que j'essaie de faire, moi, c'est j'essaie de séparer un petit peu. Pour la Suède, c'est un pays qui est autosuffisant au niveau des oignons et des pommes de terre. Donc forcément, pour moi, un oignon ou une pomme de terre en Suède, elle doit être et suédoise et bio. Il n'y a pas d'alternative.
Après, bon, bah, s'il s'agit de chocolat, bon, bah, là, forcément, il y a le chocolat. Bon, malgré le fait que beaucoup de gens pensent que le chocolat vient de Belgique ou de Suisse ou de France, il y a plus de 60% du chocolat qui vient juste du Ghana et de la Côte d'Ivoire. Donc, en fait, pour moi, et le chocolat, tout le cacao du monde vient de pays en développement ou tout du moins assez pauvres. Donc, en fait, pour moi, le chocolat, il doit être bio, il doit être aussi fair trade pour être sûr que les circuits de production soient aussi en relation avec la dégustation. Manger un produit sur le biais en sachant que bon, bah, ce produit-là, il n'a pas été produit de façon très, très juste, je pense que ça retire un petit peu au niveau du goût. Et donc, en fait, pour moi, quand c'est local, ça doit être bio, parce que bon, bah, qui veut avoir des légumes locaux, mais aspergés de produits chimiques et de pesticides. Donc, en fait, tous ces produits-là, ils vont avoir un impact. Donc, en fait, oignons, pommes de terre, c'est une chose. Après, quand on part sur des produits coloniaux, donc moi, j'ai très peu de produits coloniaux. La seule chose que j'utilise, c'est la cardamome, c'est la vanille, la cannelle, et puis après, j'ai quelques citrus, le chocolat et puis en fait, et le café. Donc là, j'ai des circuits aussi qui sont très contrôlés. J'ai la chance d'avoir un frère qui habite au Pérou et qui a des cultures de cacao et de café. Donc, en fait, ça nous simplifie énormément. Je n'ai pas vraiment besoin de trop savoir. Je sais exactement comment ils travaillent. Mais pour ceux qui ne l'ont pas, bon, bah, il y a tout un tas de certificats qu'on peut obtenir pour vraiment être sûr que sa matière première soit au courant. C'est marrant que vous parliez du Nutella avant, parce que justement, moi, j'ai un de mes produits phares dans ma boulangerie, c'est notre Nutella. On appelle ça notre Nutella, c'est-à-dire qu'en fait, nous, il n'y a pas d'huile de palme. Le chocolat vient du Pérou, effectivement, il vient de loin, mais après, bon, bah, on le fabrique sans huile de palme. Donc, j'ai des conches, c'est des espèces de machines en pierre, en meule de pierre qui fabriquent. Et donc, donc c'est un processus de une bonne trentaine d'heures. Et donc, on fait un Nutella qui, je ne pense pas, voyage 37 300 km. Un petit peu moins. Mais après, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on le fait en petits pots. Et on essaie de justement amener cette notion de sobriété à la consommation, où justement, quand le produit est très bon, on peut en manger beaucoup moins, parce qu'il y a beaucoup plus de nutriments, il y a plus de goût, et qu'en même temps, alors qu'en fait, souvent dans l'agroalimentaire, on essaie souvent, ce qui est bon, on le fait en gros paquet, en gros pot, et on essaie un petit peu de changer un petit peu cette tendance en faisant des produits plus petits. Moi, mon pain au chocolat, il est relativement petit, mais bon, chaque ingrédient est vraiment est vraiment unique et il y a des propriétés gustatives et basées sur le développement durable aussi, bien sûr. Vous êtes bon? Ouais. Donc après, je ne sais pas s'il y a des questions derrière. Là, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a moyen de poser des questions dans le chat. Je peux répondre plus tard. J'ai pas vu de questions apparaître. Moi, ce qui m'interpelle dans ce que vous avez dit, parce que c'est la notion de sobriété de consommation quand c'est bon, parce que c'est un peu, qu'on peut avoir soit comme démarche, mais ça va quand même pas mal à l'encontre de tout ce qu'on essaye, de la grande production, en fait, finalement. Et puis, vous avez dit, dans l'agroalimentaire, quand c'est bon, c'est en gros pot. Est-ce que c'est vraiment si bon que ça? On peut peut-être aussi en parler. C'était peut-être quelques remarques ou réactions. Bon, je ne sais pas si vous voulez réagir à ça ou si on garde pour une discussion finale. Bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours l'aspect du consommateur, en fait, et d'essayer de ne pas prendre le consommateur pour un imbécile, de ne pas le prendre pour quelqu'un de trop compétent non plus, essayer de trouver un juste milieu et de proposer justement une approche pour pouvoir permettre aux consommateurs de comprendre eux-mêmes, en fait, comment est-ce que cette nourriture, elle est arrivée là, et ce qu'elle vaut, et
Et je pense que plus le niveau de connaissance augmente, plus la notion de qualité aussi augmente. Parce que la qualité, c'est une notion très individuelle. En Suède, on est 10 millions, il y a 10 millions de définitions de la qualité. Il y a des gens qui vont trouver la qualité, c'est ce que moi je trouve est suffisamment bien pour moi par rapport. Et c'est basé sur les valeurs et c'est basé sur les connaissances. Donc en fait, moi, mon seul outil pour pouvoir augmenter la notion de qualité chez les consommateurs, c'est d'essayer de leur donner des connaissances pour qu'ils puissent comprendre mieux le monde qui les entoure, pour qu'ils puissent intégrer beaucoup mieux aussi l'écosystème qui nous entoure. Le fait de se dire que la nature, c'est pas quelque chose qui est là-bas, qu'il faut être gentil avec la nature, il faut faire attention à la nature, que la nature, c'est un système avec plein de petits engrenages qui sont inclus les uns dans les autres, et nous, on est vraiment tributaires de tous ces engrenages, en fait. Alors du coup, j'ai une question qui est arrivée entre-temps et je vous la pose. C'est à propos de la certification bio en Suède pour savoir si c'est facile ou pas. Le Romaric qui pose la question dit qu'il a pu voir que les licences pour des restaurants bio étaient assez peu chères et en fait, il pose la question de savoir si c'est vraiment un argument de vente important ou pas en Suède, cette notion de bio. Bon, alors le bio est c'est énormément développé en Suède. Avec le Danemark, on est dans les plus grosses augmentations de consommation au niveau du bio. Après, le certificat le plus connu en Suède qui s'appelle Krav est un certificat plus ou moins privé, c'est-à-dire qu'il n'appartient pas à l'État, il appartient à un gros groupe d'entreprises. Donc en fait, c'est pour ça, c'est ce qui explique pourquoi le certificat est assez peu cher en Suède. Le plus cher, c'est l'organisme de contrôle en fait. C'est la troisième partie qui va faire le contrôle annuel pour vérifier que vous suivez bien le cahier des charges. Mais moi, je ne mets pas en avant le certificat suédois. Dans toutes mes ventes, sur tous mes produits, c'est marqué nulle part. Parce que moi, je ne veux pas justement faire la promotion des logos et des différents logos bio. Par contre, moi, je demande la certification pour toutes les matières premières qui viennent. Parce que justement, je ne peux pas contrôler tout et que pour moi, l'œuf ou le cacao ou le café doit être certifié bio. Mais après, je n'ai pas besoin de mettre le certificat en avant en fait, sur l'extérieur. C'est assez cynique les certificats parce qu'en fait, on a détruit toute l'agriculture, on l'a transformée, modernisée et en fait, après, on est en train de la réparer un petit peu avec un petit segment et créer un petit segment. Et moi, ma grande peur, c'est que le certificat CRAV, il suffirait que la demande de produits bio augmente et le McDonald's Suède se mettrait à faire des hamburgers bio avec le même certificat que mon pain. Et ce certificat-là, en fait, il est bien dans un premier temps parce que il aide le consommateur à mieux choisir et de choisir des produits, des meilleurs produits. Mais sur du long terme, je ne pense pas que ça fonctionne. Il faudra trouver d'autres systèmes. D'accord. En question complémentaire, on demande est-ce qu'il est facile de trouver des producteurs correspondant à vos critères en Suède ou est-ce que c'est un vrai défi? Vous avez peut-être partiellement répondu. Et je regroupe avec une autre question où on vous demande est-ce que vous pensez que vos clients sont vraiment conscients de tous les efforts que vous déployez autour du choix de vos produits et de la façon dont vous travaillez et s'ils en sont conscients, quels sont leurs commentaires en fait. C'est assez facile de trouver des matières premières. Il y a énormément de petits producteurs dans tout le pays et que le plus difficile, c'est de leur apprendre à s'adapter aux conditions commerciales. Que souvent, le très très bon paysan, il n'est pas très commercial. Donc moi, c'est un petit peu ce travail que j'ai fait ces dernières années, c'est d'aider mes producteurs à se développer, à pouvoir adapter leurs produits à la demande. Parce que moi, mon but, c'est pas de les garder pour moi, c'est de leur permettre de se développer et de s'agrandir. Après, il y a très peu de gens qui comprennent vraiment l'effort qui est nécessaire pour faire tenir un endroit comme le mien. Mon endroit, moi, c'est ma grande fierté de le voir prospérer et bien fonctionner et économiquement et socialement. Parce que moi, mes 14 salariés, depuis que j'ai démarré, il n'y a personne qui a démissionné. Tout le monde est toujours là. J'ai des gens incroyables autour de moi. Et ces gens-là avaient énormément de mal à trouver une place dans la société auparavant.
Donc socialement, c'est une très belle expérience sociale. Et puis après, bon, bah, les gens qui comprennent, bon, bah, c'est bien. Moi, je suis content. Ceux qui comprennent pas, c'est pas grave. Ça reste ma responsabilité. En suédois, faire des aliments, ça s'appelle livsmedel. Ça s'appelle des éléments de vie. Donc, moi, j'ai cette responsabilité qui est la mienne. Même à celui qui n'est pas informé et pas conscient et pas suffisamment engagé, je dois pouvoir aussi lui proposer quelque chose qui ne le remette pas en question lui-même. D'accord. Moi, c'est difficile. J'ai ma boulangerie. J'avais une petite boulangerie à Stockholm. Vous connaissez la petite Greta Thunberg. Greta, je la connais depuis qu'elle a 3 ans. Elle a grandi avec mon pain, cette gamine. Elle habite juste en face de ma boulangerie. Bon, bah, vous voyez ce que c'est devenu. C'est devenu une des plus grandes voix sur l'écologie et la discussion sur le dioxyde de carbone. Donc ça, c'est important. Et moi, tous les jours, tous les enfants que je vois, les 3, 4, 5 ans, voilà, c'est certainement des enfants qui vont grandir. Donc j'ai cette responsabilité sur moi qui pèse, qui doit peser tout le monde, en fait. Et c'est ça qui permet de faire avancer, même si tout le monde ne le comprend pas et ne le voit pas. D'accord. Alors, il y a des questions qui arrivent, mais je propose qu'on passe quand même à l'exposé maintenant suivant et puis on reviendra sur les questions ensuite parce que le temps défile. Donc, je souhaite maintenant donner la parole à Gilles Fluet. À Gilles Fumet. Oui, bonjour à tous. Je vais vous partager l'écran. Voilà, vous allez me dire si ça va, mais normalement, ça devrait passer. Donc, merci de m'avoir invité, évidemment, et je suis presque très gêné de parler après Sébastien Boudet, qui fait un travail vraiment superbe. Je connaissais pas. Et qui en fait pose des questions si vous voulez, qui nous impose de réfléchir un petit peu à la fois d'ailleurs à la manière avec laquelle Sébastien a eu cette idée, cette exigence, cette manière de penser, ses convictions, c'est important, et pourquoi il relie constamment ce qu'il fait à l'état de la planète. Ça, je pense que c'est très important. Moi, bon, donc je suis géographe, j'ai travaillé bon, sur l'alimentation en général. Je forme des gens qui veulent justement changer l'alimentation. Et je viens de publier un petit livre sur le petit déjeuner, si un jour vous voulez réfléchir sur ce sujet. Voilà. Alors, donc, en fait, je vais reprendre simplement quelque chose que l'on bassine constamment, qui m'énerve d'ailleurs assez souvent, qui est de dire, ah mais vous savez, tout ce que vous dites, c'est très important, c'est bien, c'est formidable, mais il va falloir nourrir 9 milliards d'hommes dans quelques années. Or, ce qu'on ne dit pas, c'est que bien sûr qu'il faudra nourrir ces gens, mais il faudra les nourrir sur une planète à bout de souffle. Et dans l'agenda des Nations Unies pour 2030, les trois recommandations, c'est fin zéro. Bon, ça, je pense que tant qu'il y aura des Nations Unies, il y aura toujours cette première question qui est d'imaginer encore qu'il y a aujourd'hui 850 millions de personnes qui ne savent pas comment manger, qui ne savent pas comment manger correctement et dont une bonne part meurt. Hein. Donc ça, c'est la première chose. Le deuxième point qui est très nouveau, qui est la bonne santé et le bien-être, parce qu'on sort d'une période au cours de laquelle on a pensé que l'augmentation de l'espérance de vie était liée à l'alimentation. Or, je me bats contre cette idée que, effectivement, si l'espérance de vie a augmenté et si nous vivons de plus en plus âgés, c'est pas parce que nous nourrissons mieux, c'est parce que nous avons des bons systèmes de soins et de santé qui font que lorsque nous sommes malades, nous pourrons être pris en charge. Et on voit bien pour le Covid que c'est ça qui a été principalement important. Et justement, comme on sait que nous avons un nombre considérable de maladies de civilisation, on appelle ça de manière un peu pudique pour dire des maladies neurodégénératives, et en gros Parkinson, Alzheimer pour les plus importantes, parce que qui viennent de cette alimentation que nous avons adoptée, qui est l'alimentation industrielle, adoptée ou pas adoptée,
Voilà, et qui nous conduit donc vers cette troisième idée qui est qu'il faut donc trouver des systèmes de consommation, de production responsables. Et là, nous venons d'avoir un très bel exemple avec ce qu'a dit Sébastien. Alors, sur la bonne santé, j'en profite pour dire quelque chose d'une expérience que j'ai faite l'année dernière en allant au Sri Lanka. Sri Lanka, c'est un tout petit pays comme la Suède, dans lequel, mais pauvre, dans lequel, lorsque les femmes cueillent le thé que l'on va boire le matin, gagnent 3 euros par jour pour 8 heures de travail, hein. D'accord? Donc, au Sri Lanka, ces pays pauvres, il n'y a aucun cas de Parkinson et d'Alzheimer, hein, qui n'est pas encore touché par l'alimentation industrielle, ou pas trop. Alors, j'ai parlé de fragilité des écosystèmes, hein. Je crois que ce qui est grave, c'est très grave, c'est la surconsommation, hein. C'est la surconsommation. Vous voyez par exemple sur le graphique à gauche, hein, que les Européens dans la répartition de leur alimentation qui est la plus abondante dans le monde, avant même celle de l'Amérique du Nord et de l'Océanie, hein, des aberrations, hein, en termes de surconsommation. Je pense produits laitiers, œufs, mais vous pourrez regarder ça tranquillement et on remarquerait qu'effectivement cette débauche de produits alimentaires engendre un gaspillage qui est une catastrophe non seulement industrielle, mais aussi morale, hein, morale. Je pense que c'est assez clair, vous avez des chiffres là-dessus. Je crois que nous sommes quelque part complices de ce système et il faut vraiment prendre le taureau par les cornes pour essayer de changer les choses. Alors, ce qu'on a découvert il y a une dizaine d'années, depuis une dizaine d'années, c'est que ce modèle alimentaire et agricole, il est très énergivore, hein. Et il n'est pas énergivore là où on le pense, hein. Il est, vous le voyez, dans la production agricole, mais surtout et surtout dans les fertilisants, dans les intrants chimiques, dans les pesticides, dans tous ces engrais de synthèse qui non seulement empoisonnent les sols, comme l'a très bien dit Sébastien, mais qui évidemment nous empoisonnent, hein. Voilà. Troisième, dans ce domaine, tiens, j'ai mis une diapositive qu'on a fabriquée il y a quelques jours dans mon laboratoire sur un exemple de cycle d'échange de céréales, hein, pour montrer ce que pouvait être une boulangerie dans les années 2000-2014, hein. Alors là, en fait, on parle de la France. Vous voyez que c'est une carte sur la gauche qui montre le nord de la France, et en particulier la Bretagne, le centre jusqu'à l'Alsace, et ce qu'elles échangent en termes d'énergie, de céréales, etc. Et vous voyez que pour exporter le blé, je prends la première carte en haut à gauche, hein, pour exporter le blé dont nous sommes fiers de dire que nous sommes les plus gros exportateurs en Europe, hein, nous devons importer énormément de soja et de sucre d'intrants du Brésil. Ça, c'est ce qui se passe actuellement. Le scénario 2050, qui est le scénario que l'on pousse, qui est de produire toujours plus, parce qu'évidemment, nous avons 9 milliards de personnes, hein, et une dépendance encore plus grande vis-à-vis de l'Amérique latine. Et le scénario que nous tentons de promouvoir et qu'a très bien illustré Sébastien Boudet il y a un instant, hein, c'est au contraire toujours une exportation de céréales vers les pays qui en ont besoin, c'est-à-dire le Maghreb, parce que ce sont des pays qui n'ont pas de terres suffisantes pour nourrir leurs habitants, et non pas le monde entier, comme vous le voyez dans les deux précédentes diapos, et puis un monde dans lequel, enfin une France dans laquelle eh bien, tout est en économie circulaire. Le point très, très grave, c'est l'érosion de la biodiversité. Je pense à ces très beaux paysages qui nous impressionnent, etc., et qui, en fait, sont une catastrophe écologique, hein. Il faut que nous ayons le courage de dire que ce dont nous sommes fiers, en fond, c'est quelque chose qui cache une destruction considérable de la biodiversité. Je passe sur les documents, vous les avez, hein, je pense que c'est assez clair.
pour aboutir à quoi? Eh bien, à fabriquer des calories vides. Des calories vides, qui sont donc exactement ce que je vous ai résumé là sur cette table, et qui donnent sur un bilan nutritionnel pour 2030, de 3 milliards de personnes mal nourries, et de 500 millions de diabétiques avec un cortège de pathologies considérables, notamment quand il y a des virus qui viennent de Chine, comme ça se passe actuellement. Voilà. Donc, au fond, on a un système extrêmement coûteux, ruineux pour la planète, qui produit très très mal. Voilà. Alors, la question, évidemment, c'est comment faire basculer ce système alimentaire. Bon, vous savez qu'au sein de l'Europe, nous avons une politique agricole commune qui est en redéfinition, et elle ne pourra être bien redéfinie que si nous mettons la pression sur nos élus politiques, bien sûr, mais nos élus au Parlement européen, et de manière à ce qu'ils appuient toutes ces priorités. Je vais pas vous les lire parce que vous pourrez les lire. Je pense qu'on pourra avoir ces documents-là quelque part à l'Institut français pour ceux qui souhaiteraient les renseignements. Mais nous avons donc à faire pression sur nos politiques parce que eux peuvent aussi considérablement accélérer les choses. Deuxièmement, nous avons, en tant que consommateurs, et je pense que là, c'est peut-être le plus important, nous avons la possibilité de faire changer les choses en termes de consommateurs lorsque enfin, quelque part, nous nous laissons aller avec la grande distribution, qui est un modèle très lié à l'agriculture industrielle et qui est extrêmement destructeur. Et je vous ai mis simplement sur la gauche le mensonge qui consiste à vendre à des prix aussi faibles des produits agricoles qui sont pourtant aussi chers à produire, voilà, et qui de ce fait, parce qu'ils sont bradés, vont être gaspillés, et vont partir à la destruction, parce que tout ce qui est proposé là ne sera pas vendu, évidemment. Et d'autre part, un système extrêmement pervers qui consiste à brouiller les messages que les consommateurs aimeraient avoir sur la qualité nutritionnelle de leurs produits avec des systèmes d'étiquetage qui se chevauchent les uns les autres, qui se font la course. Alors, je voudrais terminer pour rappeler en fait 3 règles avant ma conclusion. La première règle, pour ce qui nous concerne, et qu'a expliqué un peu Sébastien, plus facile peut-être pour les légumes, les fruits et légumes que pour le pain, c'est attention à la qualité nutritionnelle. Et est-ce que ce que je mange est bon pour ma santé? Et donc là, vous voyez que le calendrier qui est fait pour les végétaux nous montre que on doit caler cela au temps qui passe et aux saisons. Deuxième élément, c'est l'origine des produits. Bon, là, Sébastien a dit qu'il n'aimait pas trop les labels, et je comprends tout à fait, hein. En même temps, c'est aussi quelque chose qui peut aider à fabriquer des filières vertueuses et à indiquer aux consommateurs donc des signes de qualité. Je pense que ça, c'est important parce que le consommateur est très, très perdu devant ces énormes boutiques dans lesquelles on présente des milliers de produits. Avoir une attention au circuit court, et là on voit bien que éliminer le grossiste, la centrale d'achat, et dans certains cas le magasin, mais pas toujours évidemment, ou alors avoir comme Sébastien Boudet un magasin qui est à l'interface avec le consommateur, évidemment ça c'est l'idéal. Voilà, parce que le circuit court, c'est la diminution de l'empreinte écologique, c'est la qualité nutritionnelle, c'est le commerce de proximité, c'est le tissu économique et c'est la rareté énergétique. Je pense que là, en gros, toutes les vertus sont là-dedans, et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens préfèrent les circuits courts au bio. Je pense que, personnellement, je pense que le bio est évidemment indispensable pour tout ce qui est élimination des pesticides, mais voilà.
Et puis, je pense que nous devons accepter l'idée que il nous faut réinventer notre alimentation. Hein. Je vous montre ce bento japonais à gauche parce que j'ai eu l'occasion, pour les 100 ans d'une de mes grand-mères, qui voulait être surprise, de l'emmener dans un restaurant japonais. Et évidemment, ma pauvre grand-mère, qui vivait dans la campagne du Jura, n'avait jamais vu un plat japonais, un bento japonais, vous voyez. Et elle m'a dit, mais tu manges ça? Vous mangez ça? Alors, j'ai dit, oui, grand-mère, tu vas voir que c'est très bon. Alors, elle a goûté, elle a trouvé ça délicieux. Et elle a juste regretté, parce qu'elle était très fière du haut de ses 100 ans, de ne pas avoir 5 ans pour recommencer une vie et redécouvrir une autre alimentation. Hein. Je pense que c'est très important d'être ouvert aux autres cultures, hein, et d'imaginer que dans le monde circulent aujourd'hui des réponses, au fond, aux questions que nous nous posons. Hein. J'ai mis à gauche une proposition qu'on trouve beaucoup maintenant, hein, dans les restaurants, hein, ce qu'on appelle la smart food, qui est, à mon avis, quelque chose qui va redéfinir la cuisine. Hein. Nous sommes en France les pionniers des sauces, tous ces produits extrêmement sophistiqués, hein, mais retrouvons les produits simples, hein, faisons des propositions dans lesquelles on a le maximum de végétaux. Et enfin, je termine là-dessus, osons réinventer les villes. Madame Hidalgo, qui est la maire de Paris, avait demandé à un architecte et urbaniste belge, Vincent Calbotte, d'imaginer ce que pouvait être Paris en 2050. En fait, il a dessiné cette ville exactement comme le baron Haussmann avait dessiné Paris pour Napoléon III. Hein. Paris qui est si belle, en fait, c'est une ville du Second Empire. Hein. Et aujourd'hui, la ville qu'il nous faut pour essayer d'avoir le maximum de ressources alimentaires dans les villes, c'est peut-être celle-ci. C'est peut-être pas toute celle-ci, mais c'est peut-être aussi celle-ci, hein, exactement comme cette rue de Rivoli que vous voyez à droite, hein, qui a été bâtie par Napoléon Ier, évidemment en hommage à cette merveilleuse province de l'univers qui s'appelle l'Italie, hein, dans laquelle on se balade aussi bien quand il fait jour quand il y a du soleil et quand il y a de la pluie, sous des arcades pour profiter de cette vie. Eh bien, on a fait ça, mais on peut très bien imaginer que d'aller plus loin et de faire en sorte que cette énergie qui est consommée par ces immeubles des Tuileries puisse être fabriquée sur place par des tours qui sont peut-être pas belles, mais qui sont peut-être aussi belles qui pourraient être aussi belles que celles de la Tour Eiffel qu'on a moqué comme un clou à une époque, hein, et qui est aujourd'hui très recherché. Voilà. Donc un peu d'audace. Et je pense qu'avec ça, nous pourrons peut-être réfléchir un peu plus avec cette hauteur de vue qui me frappe dans ce qu'a exprimé Sébastien, hein, c'est-à-dire donc quelque chose de très personnel, en même temps de très responsable, hein, mais qui vient des discours, qui est un discours extrêmement novateur et osé. Voilà, merci. Je remets le micro, merci beaucoup. Donc, je suis en train de regarder les questions en même temps. Bien sûr, vos dernières diapositives offrent une transition idéale pour les deux orateurs qui viendront après. Mais peut-être une question, avant de passer à la suite quand même, une question que je relaye. La question, c'est la plupart des consommateurs continuent et augmentent leurs achats de produits industriels. Et donc, quels seraient les leviers d'action pour essayer d'inverser la tendance à grande échelle? Alors, il y a des quantités de leviers, hein. Il y a des leviers fiscaux, taxer les aliments, par exemple. On est en train de vivre une pandémie, je vous ai parlé du diabète, hein, donc c'est une pandémie liée à des surconsommations de sucre. Et donc, pour plier les industriels et les faire évoluer là-dessus, eh bien, on taxe le sucre tout bêtement. Donc, on taxe et on s'aperçoit exactement comme on l'a fait pour le tabac.
Hein. Je vous rappelle, moi, que certains d'entre vous ont connu, en tout cas moi j'ai connu, professeurs de philosophie qui fumaient en classe et qui vous racontait Schopenhauer, comme ça, avec des grands gestes, avec la fumée de sa clope qui sortait de ça. Et aujourd'hui, regardez, 30 ans après, le tabac est criminalisé. Ça va se passer pour le sucre. Parce que, en fait, nous avons maintenant, matériellement, la possibilité de dire le sucre, la surconsommation du sucre nous coûte trop cher. Voilà. Donc, pour contraindre les industriels, parce qu'eux, ils sont dans du business, eh bien, on va taxer, on va interdire, on va limiter. Hein. Donc, il y a la coercition politique, c'est important. Et puis après, la deuxième chose, c'est la responsabilité du consommateur, hein, mais qui est en tenaille entre évidemment ce qu'il aimerait faire, parce que le produit industriel, ça a aussi un côté formidable. Quand vous êtes, moi je me rappelle avoir fait un article incendiaire sur les sandwichs, vous savez, le sandwich triangulaire, là, je ne sais pas comment on appelle ça, là, hein, voilà, club, voilà. Et pour dire que c'était vraiment de la cochonnerie, vous voyez. Et puis, quelques semaines plus tard, je me trouve sur l'autoroute à 3 heures du matin avec une faim incroyable et j'entre dans une station-service où je trouve le malheureux dernier club qui était là entre de l'essence et du je sais pas quoi, des plans de ville. Et j'ai mangé ce sandwich et je l'ai trouvé très bon. Hein. Donc la question c'est bien sûr que nos modes de vie nous poussent à avoir de temps en temps recours à des produits qui nous rendent service. Hein. Mais que nous devons prendre conscience que, évidemment, ce n'est pas bon à la fois pour notre santé, mais surtout pour la planète, hein, dans laquelle nous vivons, parce que cette planète est en surchauffe. Bien. Alors, j'ai une autre question, mais qui sera plus pertinente, je crois, après les interventions qui suivent. Donc, à qui donnons-nous la parole? Sonia ou Cyril, du coup? Je crois qu'on avait convenu. On est en train de discuter, mais du coup, j'étais en train de te répondre, Sonia. Je veux bien me lancer. Moi, il n'y a pas de. Bon. C'est bon, je suis à peu près au calme. Alors, dans ce cas, Cyril, vous avez la parole. Ouais. Bah, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Cyril Gobert. J'habite à Malmö, en Suède, dans le sud de la Suède. Et je vais partager mon écran. Comme ça, on attaque directement. Je suis désolé si vous entendez un peu de bruit en fond. J'ai mon petit de 2 ans qui a 2 ans. Donc, ça fait un peu de bruit. Et donc, du coup, moi, je vais vous parler de ce avec quoi je travaille autour de l'agriculture urbaine. Et juste pour introduire le propos, je vais préciser que je travaille dans un endroit qui s'appelle Botildenborg, où on travaille avec je vais vous montrer une photo ici, voilà, dans la banlieue de Rosengård à Malmö, que certains peut-être connaissent, qui est un peu le 9-3 l'équivalent du 9-3 de Malmö pour ceux qui sont de la région parisienne, souvent décrit comme ça. Nous, on voit aussi, c'est un endroit où c'est très multiculturel, donc il y a beaucoup de choses à faire à partir du moment où on travaille avec autour de la nourriture. Et nous, on travaille avec un concept qui s'appelle la gastronomie sociale, un mouvement qui vient d'Amérique latine, et qui est l'idée de dire, bah voilà, en utilisant l'agriculture et la nourriture, on peut créer des choses fantastiques qui permettent entre autres de faire se rencontrer les gens et d'amener des solutions dans nos sociétés actuelles où on vit tous ensemble sans vraiment vivre ensemble. Et que voilà, même si on ne parle pas la même langue, même si on n'a pas la même culture, s'il y a une bonne baguette de pain sur la table, tout le monde passera un bon moment. Et ça permet d'engager des choses qui plus tard mènent à des meilleures relations entre tous. Donc, on fait un certain nombre de choses. Et le projet duquel moi je suis responsable s'appelle Stadsbruk, qui en gros veut dire agriculture urbaine, une sorte de jeu de mots suédois à la Göteborg, qui veut dire agriculture urbaine. Et nous, notre angle d'attaque, c'est de travailler autour d'écosystèmes pour l'agriculture urbaine. Parce que je rejoins tout ce que disaient de toute façon voilà, Gilles et Sébastien sur la nécessité autour des aliments nutritifs, toutes les thématiques que Sébastien, tu as abordées autour de la localité, du petit producteur, du lien direct, d'essayer de travailler avec cette idée. Pas fort à pas appeler ça terroir, mais moi j'appelle des fois ça terroir parce que ça parle aux gens en Suède, mais comment exploiter certaines terres, etc. Et nous, l'approche qu'on a eue, c'est de dire, voilà, on a notre propre ferme, donc c'est bien, à Malmö, on produit de la nourriture, mais quand on regarde tous les gens autour de nous, et il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, il y a une sorte de mouvement un peu international qui s'est créé autour du jardinage maraîcher, jardin maraîcher,
qui est une vieille tradition voilà, qu'on trouve en France au 19e siècle, entre autres, mais qui est reparti du Canada et des États-Unis sur les 15-20 dernières années. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui cherchent à se lancer dans l'agriculture urbaine. Et une des problématiques qu'on avait identifiées il y a quelques années quand on a commencé, c'est que finalement, il y a peu de soutien, il y a peu de support pour accompagner les entrepreneurs. Quand on compare, par exemple, à des gens qui veulent créer des applications ou ce genre de choses, où là, il y a des incubateurs, il y a des investisseurs. La société a compris, on a créé des modèles autour de personnes comme, je ne sais pas si on prend les plus connus, mais les Steve Jobs et les Bezos, etc., ou les grands entrepreneurs, les grands start-upers. Donc, il y a une compréhension aussi autour de soi quand on se présente, où les gens comprennent ce qu'on veut faire. Et tout ça crée un écosystème très positif qui fait que bonjour, il y a beaucoup de création dans ce domaine-là. Et si on regarde par contre des fois le retour sur investissement pour les villes en termes de développement durable par rapport aux Development Goals, je ne sais même pas comment, les objectifs du développement durable des Nations Unies, il n'y a pas forcément beaucoup de retour sur investissement. Et quand on voit des gens qui veulent créer des fermes urbaines, où là, il y a un retour sur investissement en termes de villes plus vertes, de biodiversité, de reconnexion avec ce qu'est la nourriture, comment ça pousse, les saisons, etc. Finalement, il y a peu de choses qui sont mises en place. Et donc, nous, la manière dont la mission qu'on s'est donnée, c'est d'augmenter le nombre de fermiers ou de fermes locales et écologiques dans les villes européennes. On a commencé en Suède, aujourd'hui, on se développe ailleurs. La manière dont on fait ça, c'est que nous, on collabore avec les acteurs locaux parce qu'on part du principe qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont présentes sur place dans toutes les villes, entre des gens qui veulent créer des fermes, des gens dans les villes qui veulent voir ce genre de choses arriver, des acteurs privés comme par exemple Sébastien ou des restaurants qui veulent travailler avec des produits locaux. Donc, il y a déjà beaucoup de choses qui sont en place et souvent, il y a un manque de cadre qui permet de faciliter ou de coordonner tout ça. Et donc, nous, l'idée, c'était de dire, on va travailler avec les acteurs locaux et comment est-ce qu'on peut favoriser la création et le succès de nouvelles fermes dans ce contexte-là. Et ça veut aussi dire comment est-ce qu'on trouve des terrains, comment est-ce qu'on met à disposition tout ça pour les fermiers. Donc, en gros, ce qu'on a, nous, aujourd'hui, c'est un outil d'accompagnement stratégique, c'est-à-dire qu'on travaille avec des villes ou avec des acteurs privés comme Ikea ou comme des sociétés Ian Hussein qui appartiennent toutes les gares, par exemple, en Suède, sur l'accompagnement stratégique de comment est-ce qu'on peut inclure l'agriculture urbaine à court terme, mais aussi à long terme, dans le planning des villes, etc. Donc, on les accompagne avec des formations et aussi avec des modules concrets qui permettent de former ce que nous, on appelle l'écosystème, dans lequel on voit que le résultat, c'est que quand on a un écosystème qui offre les bons supports, ça permet à beaucoup de personnes de se lancer et d'arriver à avoir des fermes alors que des gens ne sont pas fermiers de base, n'ont pas forcément les connaissances à l'origine et ne viennent pas forcément du monde agricole, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas accès à des terrains. C'est des gens qui sont de la ville, nés dans des appartements et qui ont grandi en appartement. Et donc aujourd'hui, on a 4 villes en Suède avec lesquelles on travaille. On a Malmö, Göteborg, Växjö dans le centre de la Suède et Norrtälje, près de Stockholm, avec qui on commence juste à travailler. Et on a eu sur les 5 dernières années environ 78 fermes qui ont commencé, ce qui fait une centaine de fermiers. Donc toutes ne sont pas actives aujourd'hui. C'est le principe aussi de gens qui commencent et l'équivalent un peu des startups, c'est-à-dire qu'il y en a qui commencent et puis ça ne leur correspond pas parce que ne pas prendre de vacances l'été quand c'est la haute saison, etc., ça ne correspond pas forcément à tout le monde. Et aujourd'hui, depuis l'année dernière, on a la chance de pouvoir faire un projet de développement où on teste d'implémenter cette méthode en collaboration avec d'autres villes, donc notamment en Norvège, dans la région d'Oslo, de Bergen et de Trondheim, à Zurich et à Dottingham, qui est une ville aux Pays-Bas, pour voir si ce qui a fonctionné en Suède dans le contexte suédois peut s'appliquer à d'autres pays. Et donc pour nous, dans la pratique, les 4 modules, pour faire simple, qui sont la finalité de ce qu'on met en place, c'est qu'on a un incubateur, on a développé un modèle d'incubateur spécialisé sur les fermes urbaines. Donc, comment est-ce qu'on peut générer un revenu sur une zone de 250 mètres, 500 mètres, 600 mètres carrés dans des box, etc. Parce qu'on est vraiment sur de l'agriculture commerciale dans notre cas, c'est des entrepreneurs. On développe des zones tests où les gens peuvent, sur 250 mètres carrés, essayer de générer leur premier 10 000 euros autour de ça sans avoir de trop gros investissements. Donc, faire l'accès au terrain, mais aussi l'accès à des outils, à de la pédagogie autour du métier. Et puis, avec les villes, c'est vraiment un travail d'identification de terrain qui peut être utilisé à long terme pour créer des hubs de fermes dans la ville. Donc, celui qu'on voit ici, c'est juste à côté du centre du siège-monde d'IKEA qui est à Malmö, à Hyllie. Donc, juste derrière, on a 4 hectares où on a aujourd'hui 9 fermes qui sont actives et où il y a de la place pour encore 5 ou 6. Et après, on met aussi en place des fermes modèles. Et là, les fermes modèles, c'est pour travailler justement sur cette idée il faut que la connaissance autour de ce qu'est le métier de fermier, les modèles
la compréhension, mais pas que des clients, mais aussi des politiques, des gens qui travaillent dans les boîtes d'architectes qui font des super dessins, comme on a vu tout à l'heure, par exemple. Gilles t'a montré un super dessin avec Rivoli. Quelle est la réalité derrière pour que des entrepreneurs puissent investir ces espaces et en vivre? Parce que la finalité, c'est quand même ça, c'est que s'il n'y a pas moyen d'en vivre, on voit que ça ne fonctionne pas. Après 1 ou 2 ans, les fermes s'arrêtent. Et donc, voilà, nous, sur quoi est basé notre travail. Et juste pour finir, je voudrais réagir sur ce dont parlait tout à l'heure Sébastien autour du CRAV, du label écologique au Suédois, parce qu'on a beaucoup la question, on a peu de fermes nous, qui sont Crave, parce que bon, c'est quelque chose qui coûte de l'argent. Il y a aussi tout un aspect, comme tu as dit, un peu philosophique autour de qui est derrière Crave et ce que ça génère. Et nous, c'est vrai qu'on a un peu cette approche de dire que Crave, c'est une manière de déshumaniser finalement l'agriculture biologique. C'est une manière de mettre, on a mis de la distance entre les gens et maintenant on a besoin d'un intermédiaire pour nous dire que c'est bien. Alors que nous, on voit qu'il y a quand même moyen de connecter les producteurs et les consommateurs pour qu'eux-mêmes puissent se faire un avis. Et effectivement, je pense que, comme tu disais, Gilles, aussi, qu'il y a un besoin à un moment donné de créer des cercles vertueux. Donc, dans certains cas, ça s'applique. Mais nous, on voit bien que les gens, ils achètent Crave sans comprendre ce que ça veut dire. Nous, la plupart des fermiers sont ce qu'ils disent beyond organic, c'est-à-dire qu'ils n'utilisent rien du tout, alors que dans Crave, dans certains cas de figure, il y a la possibilité d'utiliser certains pesticides, etc. Et c'est vrai qu'on voit que nous, le local gagne très largement sur le label, sur l'écologique, sous principe qu'on dit qu'on fait ça de manière écologique, évidemment, et tant qu'on crée les bons espaces pour pouvoir le communiquer, que ce soit à travers les collaborations avec les restaurants ou directement les fermiers à travers, par exemple, les groupes Réco, qui est à Malmö, par exemple, il y a 25 000 personnes aujourd'hui sur le groupe Réco, et ça permet une discussion entre producteurs et consommateurs. Donc voilà, nous, le projet, voilà, c'est d'essayer de créer cet écosystème qui permet à des fermiers de commencer et puis derrière de faire des collaborations avec des gens comme Sébastien. Et c'est ça qui crée un peu la résilience du modèle pour nous derrière. C'est comme ça qu'on essaie de contribuer en tout cas. Merci beaucoup. C'est bien sûr très intéressant. Alors, il y a des tas de questions qui arrivent, mais peut-être que justement, entre la réalité de ce que vous nous montrez et les jolis dessins d'architectes très visionnaires d'une ville très verte, je vous propose une question qui vient encore compléter ça. C'est en gros, est-ce qu'une ferme urbaine en sous-sol aurait un avenir? Moi, je veux bien donner mon angle sur la réponse. On a beaucoup la question quand on dit qu'on fait de l'agriculture urbaine, les gens nous voient sur des toits et dans des sous-sols et sur des tours hydroponiques. En Suède, il s'avère qu'il y a un accès aux terres qui est quand même intéressant et ça permet d'avoir des fermes, ce qu'on appelle des jardins maraîchers, donc des fermes en extérieur. Et nous, l'angle qu'on a sur les fermes en sous-sol, il y a évidemment l'économie derrière ce genre de ferme est très intéressante. Nous, on fait des micro-pousses dans des conteneurs, on montre aussi les champignons, ce genre de choses. Il y a beaucoup de choses très intéressantes à faire. Et je pense que comme pour peut-être les labels, nous, on voit qu'il y a un problème un peu philosophique derrière qui dit qu'est-ce que ça justifie de faire. Et on voit par exemple que si on peut produire une nature dans un environnement contrôlé, quel est l'intérêt de prendre soin de son environnement à l'extérieur? Et en fait, nous, on voit les fermes urbaines, les jardins maraîchers, entre guillemets, comme un effet, une sorte d'effet visible de dire on prend soin de notre endroit, parce que si on peut manger la nourriture qui est produite à côté de chez moi, c'est qu'on est quand même dans la bonne direction, et à partir du moment où on ne peut plus, ça devient difficile. Après, il y a des contextes de zones anciennes friches industrielles, etc., où ce n'est pas possible, parce que le sol est pollué, mais on essaie de mettre ça en balance, et je trouve que c'est une discussion qui manque dans les food tech souvent. La partie qui est derrière tout ça, c'est des gros investisseurs, c'est une logique très proche finalement de l'agriculture à grande échelle, parfois. Voilà, longue réponse, Sébastien. Est-ce que je peux ajouter un petit élément? Quand on parle souvent justement des cultures en sous-sol, sur les toits, je pense que ça doit rester un simple déclencheur pour introduire les gens de la ville sur l'agriculture, mais il ne faut pas que ça devienne quelque chose qui se développe. Moi, souvent, je le compare avec la colonisation de Mars. C'est magnifique, hein, c'est technologiquement, au niveau, le défi est incroyable, mais en même temps, ça dérange, ça retire le focus sur ce qu'on a en fait. On a une agriculture, les 2/3 des sols sur Terre sont utilisés pour faire pousser des aliments pour les animaux qu'on mange. C'est-à-dire que c'est pas très rationnel. Vous prenez 1 kilo de céréales, vous les donnez à une vache pour faire de la viande, vous allez avoir un rapport qui va être très mauvais et beaucoup d'énergie, beaucoup d'eau. Alors que vous donnez 1 kilo de céréales à moi, je vais faire de la farine et je vais faire presque 2 kilos de pain avec des minéraux, avec tout plein de nutriments. Donc en fait,
les aquacultures, les ponicultures, les trucs en sous-sol, bon, bah, ça doit rester quelque chose de simplement informatif. Mais je pense qu'il faudrait se concentrer sur essayer de réparer l'agriculture et de réparer la biodiversité et de réparer tous ces systèmes. Parce qu'en fait, ça a marché très, très bien avant. Et mes meilleurs producteurs, ce sont les plus petits. Des petites fermes avec 20-30 hectares qui ont plein de petits morceaux et qui arrivent à intégrer, à gérer. Et eux, ils produisent une quantité de nourriture incroyable et de très, très, très bonne qualité, à un très bon prix. Alors, une question qui est posée à Cyril, c'est voulez-vous commencer des fermes telles que les vôtres sur Stockholm? Puisque ça ne fait pas partie encore des villes que vous avez listées. On essaye de collaborer avec Stockholm. On a Norrtälje qui est relativement proche de Stockholm, avec qui on commence à travailler. Ce qu'on se rend compte, et c'est le cas à part en Norvège pour le coup, c'est que souvent les capitales ont des écosystèmes un peu, pas clos, mais ont beaucoup de possibilités en elles-mêmes. Il se passe des choses. Et pour rentrer à l'intérieur de ça, quand on arrive d'une plus petite ville, etc., c'est un peu plus compliqué. Donc le dialogue avec la région de Stockholm n'est pas forcément évident pour nous. Donc du coup, on va plutôt là où on est. Mais on a eu des demandes de la part de gens qui veulent commencer des fermes et qui ont les problématiques dont on parle, qui nous ont contactés. Donc, on essaye de faire avancer cette chose-là. Donc, nous, on serait ravis effectivement de pouvoir collaborer un peu plus avec Stockholm. D'accord. Donc, ça, je laisse les gens se mettre en contact. Je ne vois pas d'autres questions arriver. Donc, je propose de donner la parole à Sonia qui va apporter un éclairage complémentaire. Et puis, on aura ensuite le temps de discuter encore. Sonia, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci pour toutes ces présentations. Moi, je vais vous présenter un projet qui est sur Stockholm, qui est à Solna exactement, et qui est porté par Food Loops, qui est une start-up qui travaille sur le gaspillage alimentaire depuis plus de 4 ans et qui travaille sur le gaspillage alimentaire au niveau de l'amont de la chaîne de valeur. Donc, là où Karma s'occupe du gaspillage alimentaire, plus au niveau du consommateur, Food Loops s'occupe des pertes qui arrivent au niveau de l'agriculteur et des distributeurs et toute la ligne de transport entre. Donc Food Loop avait créé une plateforme qui mettait en relation justement, par exemple, un agriculteur. Tout à l'heure, on a évoqué le fait que 30% des légumes sont non récoltés à cause de leur aspect. Et il y a effectivement une grosse partie de la production agricole qui est jetée parce qu'elle ne correspond pas à soit des critères de beauté, soit des calibres qui font partie des cahiers des charges de la grande distribution. Mais il y a aussi des déchets tout au long de la chaîne de valeur au niveau des transports, des zones de stockage et des magasins de grande distribution, soit parce qu'il y a des problèmes de prévision de vente, soit des problèmes de date limite de consommation. Et en travaillant sur cette plateforme, Food Loop s'est rendu compte qu'il y avait un besoin d'accompagnement en amont des acteurs pour les aider dans les diagnostics et les aider à essayer de réduire le gaspillage à la source en travaillant sur les process et les systèmes qui existent aujourd'hui dans l'agroalimentaire. Mais le projet dont je vais vous parler, il est beaucoup plus concret que ça, puisque avec le Covid, on a eu une opportunité un petit peu inespérée de faire un jardin potager zéro déchet au cœur de Stockholm. Et donc, on a profité du fait qu'on était un petit peu confinés. En tout cas, on ne pouvait pas forcément travailler comme d'habitude pour saisir ce défi et faire ce jardin. Donc, la photo que vous voyez, c'est le jardin avant qu'il soit créé. Donc, c'est une pelouse. Et la photo au-dessus, c'est le jardin à la fin de la saison qui ressemble à une véritable jungle, une oasis. Et c'est un jardin qui a été très productif. Et donc, quelque part, on peut remercier le Covid puisqu'on aurait fait ça un petit peu en dehors de notre temps de travail habituel. Mais du fait de la réduction de l'activité, on a été beaucoup au jardin, ce qui nous a permis de faire le plan qui était prévu sur 3 ans, de le faire en une saison. Et donc, je vais vous raconter un petit peu cette aventure, sachant qu'on a eu la chance de recevoir le milieu preset de Solna il y a quelques jours. Donc, on était super ravis.
Donc, je vais surtout vous faire défiler les photos pour que vous vous rendiez compte un petit peu qu'est-ce que ça veut dire un jardin zéro déchet. C'est avant tout des partenariats avec des acteurs locaux. Et en particulier, donc, si vous regardez la photo en haut à gauche, c'est un camion qui est venu nous faire des livraisons chaque semaine de 7 à 10 tonnes de compost. Donc, le partenaire, c'est Autonovo, c'est une ferme à Ékerö, donc pas très loin de Stockholm, qui produit des salades, des herbes aromatiques et qui malheureusement n'a pas beaucoup vendu depuis mars. Donc, ils avaient beaucoup de compost et certains pots, on les a récupérés et on les a replantés puisque ce n'était pas encore du compost, c'était vraiment des productions de très bonne qualité. Mais malheureusement, une ferme, ça ne s'arrête pas voilà, parce qu'il n'y a plus de commandes. La ferme doit continuer à produire si elle veut avoir des choses à vendre quand l'activité repartira. Donc, on a eu cette matière première-là. Et puis, on a fait des bandes, des buts à même le sol, sans travailler, sans faire de labour, puisque tout ce qu'on va essayer de faire dans ce jardin, ça doit incarner cette nouvelle alimentation qu'on appelle de nos voeux. Donc, une alimentation qui préserve la biodiversité, qui n'utilise aucun intrant chimique et qui, au lieu d'essayer de dominer la nature, essaye de coopérer avec elle, donc qui suit les principes de la permaculture. Donc là, c'est un peu des bandes qui suivent le principe des lasagnes. Donc, on a du bois réal fragmenté, du fumier, ce fameux compost et on recouvre de paille. Et en fait, on réapprend des choses qui sont du bon sens paysan qu'on a un petit peu oublié, à savoir par exemple que la paille permet de maintenir la chaleur et l'humidité dans la parcelle et évite les mauvaises herbes. Donc en fait, elle a beaucoup de vertus. Le fait de ne pas labourer le sol permet de maintenir la vie du sol, donc d'utiliser les lombrics qui vont permettre de ramener de l'humidité et des minéraux dans les cultures. Et le deuxième partenaire qui nous a beaucoup aidé, c'est Blomsterlandet. Et de la même façon, en fait, les jardineries ont beaucoup de gaspillage de plantes alors soit des plantes comestibles, soit juste des fleurs, parce que les saisons, c'est un peu comme les saisons d'habillement. Par exemple, on a démarré le jardin et on a eu énormément de jonquilles, puisque la saison de Pâques était finie et que les jonquilles ne se vendent plus après une certaine date. Et donc, on a utilisé tous les bulbes dans les parcelles puisqu'on essaye d'associer en fait des cultures alimentaires et des fleurs. Les fleurs vont nous permettre d'attirer des insectes pollinisateurs qui permettent de faire un tiers de ce qu'on mange en fait et provient des insectes pollinisateurs qui permettent aux fleurs de se reproduire et de donner des fruits. Donc on a besoin de fleurs et d'insectes pollinisateurs dans un jardin. On a aussi mis des ruches. Et en fait, on a récupéré tout ce que Blomsterlandet nous a donné. Parfois, ça nous a permis de faire des associations de cultures qui sont connues en permaculture. Par exemple, on sait que le basilic et la tomate travaillent bien ensemble, puisque le basilic va être un répulsif pour certains parasites de la tomate. Voilà. Et donc, dans une seule et même parcelle, on pouvait avoir 5, 6 jusqu'à 7, 8 cultures différentes. Donc, c'est un jardin très productif sur une toute petite surface. Mais donc voilà quelques images, l'image d'un lombric, l'image de tout ce qu'on récupérait chaque semaine auprès de notre partenaire, et puis du jardin qui s'est construit peu à peu. Et à partir de août, on a pu vendre les productions du jardin. Et évidemment, ce jardin, au-delà il ne sera pas viable économiquement réellement, puisque c'est beaucoup de travail, surtout la première année, pour des productions qui restent faibles. Mais c'est avant tout une visée pédagogique et faire de ce jardin en fait un lieu de rencontre où on peut parler de ces sujets-là, on peut parler de l'agriculture qu'on veut demain, on peut reconnecter les citadins à ce qu'ils mangent et on peut montrer quelles têtes ont des tomates, des pommes de terre et des carottes quand elles ne sont pas clonées. Donc voilà, on a eu un exemple d'une jolie pomme de terre en forme de cœur. Et donc on ouvrait le jardin tous les vendredis midi pour
pour vendre aux particuliers. Et on a aussi un partenaire qui a fait vraiment connaître le jardin, qui est Paul Svensson, qui est un chef qui est assez médiatique ici en Suède, qui est tombé amoureux du lieu, qui a fait d'ailleurs des podcasts et des vidéos dans le jardin, et qui nous a commandé des paniers toutes les semaines, soit pour en vendre à ses clients, soit pour les utiliser en cuisine. Voilà, on a eu un autre projet assez rigolo qui est venu s'ajouter, qui est l'Opéra de Västerås, qui a fermé ses portes pendant le confinement, qui a voulu célébrer un petit peu la réouverture, mais tout en respectant les contraintes de distanciation, a voulu mettre des plantes pour séparer les sièges qui pouvaient être occupés. Et donc, ils nous ont commandé 300 plantes qu'on a sauvées, en fait, grâce à notre partenaire Blomsterlandet. On les a mis dans le jardin. Donc forcément, les plantes qu'on récupère ne sont pas forcément très jolies. Elles sont un petit peu abîmées. Elles ont besoin de soins, d'amour et de temps. Et donc, au bout de plusieurs semaines, plusieurs mois, on les a mis un petit peu sur pied et elles ont été livrées à l'Opéra. Donc voilà la photo que vous voyez en haut. Et puis la photo en haut à droite, c'est le jardin juste avant qu'on ferme, donc fin octobre, qu'on a mis un petit peu en dormance pour l'hiver, en utilisant de la même façon tout ce qu'on trouve à proximité. Donc tout le jardin a été fait en zéro déchet. On a fait des tables parce que c'est un lieu où on veut aussi faire des workshops avec des entreprises. Et donc les tables ont été construites à partir de la récupération de bois du centre équestre qui refaisait son manège et qui allait jeter le bois de l'ancien manège. Donc on a récupéré ce bois-là et on en a fait des tables. Et on a récupéré les feuilles du reste de la propriété pour couvrir les buts. Voilà en quelques mots cette aventure. Merci Sonia, c'est une très belle aventure. Alors, en attendant que les questions arrivent vous concernant, j'en ai qui sont en stock, donc je vais peut-être les poser. Deux qui sont ciblés pour Sébastien, je les pose ensemble. Double question, est-ce que vous aidez ou envisagez d'aider d'autres boulangeries à avoir les mêmes circuits d'approvisionnement que vous? Et l'autre, c'est est-ce que vous avez envisagé de vendre des quantités à la demande sur commande dans des emballages que vous apporterez le client, si une semaine il veut 100 grammes, si l'autre il en veut 200 grammes, donc voilà, c'est un peu de choses un peu différentes. C'est intéressant parce qu'il y a 2 semaines, on a ouvert une boutique en plus, juste à côté de la boulangerie, où justement c'est du détail, où on peut acheter justement des légumineuses suédoises bio et des céréales anciennes et tout un tas de produits au poids. Moi, j'ai toujours, je suis installé depuis une quinzaine d'années à Stockholm. Moi, j'ai toujours essayé d'aider ceux qui veulent s'installer. Après, c'est très compliqué. C'est pour ça que j'ai monté cette boulangerie-là. La boulangerie que j'ai là, le modèle que j'ai là, ça fait 2 ans qu'il existe et que le but, c'est justement de montrer que ça marche et que c'est viable et que je ne suis pas un rêveur. Que l'écologie n'est pas une utopie et les petits circuits fonctionnent. C'est-à-dire que le but aussi, c'est de créer un modèle économique où justement montrer que là, on est en train de traverser une des plus grosses crises économiques et sanitaires que le monde a eu en temps moderne. Et moi, j'ai embauché des gens, mes salariés ont toujours leur travail, mes producteurs ont toujours leur réseau de distribution. Au mois de mars, quand la Suède s'est un petit peu fermée et que tous les restaurants se sont vidés, moi j'avais tout un tas de producteurs, ils avaient des 200 cailles qui avaient été abattues, qui devaient être livrées à un restaurant étoilé Michelin qui a annulé ses commandes. Tout ça, on a pu nous le prendre et offrir aux habitants de Stockholm des matières premières qui ont un niveau de qualité étoilé Michelin de très très haut niveau à un prix raisonnable.
Alors, une question qui va entrer en résonance avec ça et qui s'adresse un peu à tout le monde, donc je la pose et puis prendra la parole qui le souhaitera. C'était justement sur le pouvoir d'achat des ménages par rapport à l'alimentation et le fait, l'impression que souvent quand même tout ce qui est circuit court ou bio s'adresse à des gens qui ont plutôt des moyens élevés. Et la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire ou comment vous verrez, qu'est-ce que vous auriez comme suggestion pour que ce soit justement accessible à tout le monde ou au plus grand nombre. Moi, je me lance du coup, je ne sais pas, nous, on a un élément de réponse. C'est une question qu'on a souvent dans l'agriculture urbaine où, comme nous, notre angle est très focalisé sur la viabilité économique dans un premier temps pour qu'il y ait de la durabilité dans les fermes, parce qu'on pense que c'est l'angle qui permet d'avoir du long terme. On est sur des marchés où, effectivement, on est sur des prix plus élevés que ce qu'on va trouver en bio dans d'autres magasins. Où, voilà, je ne dis pas qu'on prend du plaisir à être cher, mais ça fait partie du business model, en tout cas au départ, sur les fermes. Et nous, ce qu'on voit, c'est que on suit, c'est un peu comme pour tout type d'innovation. C'est-à-dire que quand quelque chose est nouveau, quand quelque chose est fait en faible quantité, il est plus cher et il s'adresse à ce qu'en marketing, ils appellent les trendsetters ou les early adopters. Et c'est une population dont moi je fais partie à titre personnel, par exemple, avant même de travailler avec ça. Et je pense que c'est un processus logique et la seule manière d'apporter ça à un plus grand nombre, c'est justement que les choses se démultiplient et que des exemples comme nous, on a nos 10 fermes à Malmont-Joly, il faudrait qu'il y en ait 50. Des espaces comme Sébastien Haye, il faudrait qu'il y en ait beaucoup plus aussi et que d'autres personnes suivent ce même genre de logique. Et tout ça va devenir de plus en plus accessible et de plus en plus de personnes y auront accès. Donc c'est un peu le cercle vertueux que décrivait Gilles tout à l'heure, auquel il faut qu'on arrive, qu'on ne reste pas juste sur des bons exemples, mais que ça devienne presque commun. Et que par exemple, devenir agriculteur, ça devienne une ambition, comme c'est en train de le redevenir d'ailleurs. Je pense que ça va apporter des effets d'ici quelques années à ce niveau-là. Oui, parce que s'ajoute à ça aussi, et là je me fais le relais d'une question, la problématique d'un modèle économique, alors que les quantités produites sont des petites quantités, donc on vend des petites quantités, comment on fait pour que ce soit rentable, comment vivre? En Suède, il y a un modèle qui s'appelle 5 fourmis, c'est plus que 4 éléphants, qui est justement basé sur le fait que des petits systèmes, et en même temps grâce à la technologie, aux réseaux sociaux et toute cette technologie justement de la connexion qui va permettre à des petits systèmes de pouvoir aussi être viables et aussi abordables pour plus de gens. Là, malheureusement, aujourd'hui, les gens les plus pauvres, c'est ceux qui ont accès à la nourriture la plus pauvre en nutriments, parce que la nourriture est vendue sur les protéines et les graisses. Personne ne parle de minéraux, de fibres. Moi, je fais du pain avec des céréales qui coûtent 1,20 € le kilo. Je veux dire, c'est l'accès, je veux dire, n'importe qui pourrait avoir accès à du très bon pain de bonne qualité, du pain complet avec des céréales bio, des céréales anciennes. Le problème de l'accès, c'est pas parce que c'est pas possible, ça coûte trop cher, c'est parce qu'il y a un système qui attire les gens pauvres à acheter des produits de très mauvaise qualité et ça les enferme dans un cercle où justement, au lieu justement, et c'est là que l'État doit faire son rôle, les administrations et puis les producteurs et tout le monde, et nous aussi, tout le monde. Pour justement essayer d'aider les gens les plus pauvres pour pouvoir, comme par exemple avec la nourriture dans les écoles, pouvoir offrir aux enfants, à tous les enfants suédois, au moins 5 très bons repas équilibrés par semaine, au cas où ils n'est pas à la maison. Et ça, c'est ce qui est en train de se passer un petit peu en Suède. D'accord. Je voudrais vous dire les travaux qu'on fait avec nos étudiants sur la perception du prix, parce qu'évidemment, cette question, elle revient, elle est récurrente. On a inventé avec eux ce qu'on appelle la fable de l'échalote, c'est-à-dire donc quelque chose, une histoire qui permet de comprendre combien la perception du prix, c'est déterminant. Vous avez besoin de 2 échalotes pour faire je sais pas, du lapin, quelque chose comme ça. Et vous avez le choix entre le bio qui la vend très cher, mais à l'unité, et puis la grande surface qui la vend évidemment pas cher du tout, hein, accessible comme on dit, mais en filet. Voilà, vous achetez un filet d'échalote parce que vous achetez le moins cher. Résultat, vous allez utiliser vos 2 échalotes. Et ensuite, vous savez tous que quand on laisse des échalotes quelques jours à la maison, qu'on oublie d'en manger, eh bien, elles pourrissent et on doit les jeter. Et au lieu d'acheter 42 centimes les deux échalotes dont on a besoin, on a acheté 1,50 € le filet
en pensant faire une bonne affaire. Et en fait, on a eu tout faux sur toute la ligne. Donc, ce qu'on veut dire par là, c'est que le prix, c'est un déterminant contre lequel il faut se désintoxiquer. Alors, vous allez me dire, oui, mais attendez, là, c'est très joli, mais pouvoir d'achat. Alors, le pouvoir d'achat, effectivement, on peut le faire dans les boutiques en faisant des arbitrages. C'est-à-dire que si vous achetez des produits qui, sur le plan nutritionnel, sont excellents, c'est-à-dire en circuit court, parce que quand vous achetez un produit que vous allez manger 2 à 3 jours plus tard, il n'a pas du tout la même qualité nutritionnelle que quand vous achetez quelque chose dans une grande surface qui a été trimballé depuis l'autre bout de l'Europe par avion ou par camion. Voilà. Et donc, vous n'avez pas du tout le même apport dans votre corps, hein. Et donc, l'arbitrage va se faire sur des produits comme le dit Sébastien, de mauvaise qualité, la viande, par exemple, la viande tous les jours. Voilà, vous allez manger 2 fois par semaine de la viande, hein, et l'argent que vous allez gagner pour acheter des protéines de bonne qualité, ben, vous allez le trouver tout simplement en faisant cet arbitrage-là, hein. Donc je pense que c'est important. Effectivement, c'est moins la question du choix lui-même qu'une question d'éducation, hein, voilà. Et je terminerai en disant que pourrais vous montrer des pauvres qui se nourrissent bien et des riches qui se nourrissent mal, hein. Et c'est pas aussi simple que ça. Arrêtons parce que c'est un argument qu'utilise beaucoup l'industrie et qu'on utilise auprès des hommes politiques. On dit, ah, mais nous ne pouvons pas faire des politiques publiques qui visent à valoriser des produits qui sont chers. Mais c'est une arnaque intellectuelle, évidemment, contre laquelle il nous faut lutter. Alors, pardon, allez-y. Ben, moi, pour avoir travaillé du coup 6 mois en tant que paysanne, je me rends compte de la valeur des productions alimentaires. Et en fait, je pense que c'est le prix de ce qu'on trouve dans le commerce qui ne va pas. C'est pas normal que là, en ayant travaillé quasiment non-stop pendant 6 mois, Elina Ranson-Base, qui est la fondatrice de Food Loops, et moi, en fait, il n'y a pas moyen, même si on se débrouille très très bien et qu'on produit encore plus au mètre carré, on ne pourra jamais vivre de cette production. Et c'est là qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et je pense que ce qu'on achète dans le commerce, ce n'est pas le prix réel des choses, c'est des productions qui sont subventionnées et qui ne prennent pas en compte les externalités négatives. Donc, quand on achète une tomate très peu chère, qui a été produite de manière industrielle, on ne prend pas en compte les pollutions qu'elle a engagées et les impacts négatifs sur la santé de l'applicateur qui a impliqué des produits chimiques et la santé des riverains éventuellement qui ont subi les conséquences des pulvérisations ou des consommateurs qui mangent des produits qui sont infectés. Donc je pense qu'on a un problème, c'est que maintenant on n'est plus capable d'avoir le vrai sens de la valeur des choses. Et, Sonia, vous me faites penser à une famille dans laquelle il y avait l'épouse qui était d'origine citadine et bourgeoise et le mari qui était d'origine paysanne. Et l'épouse qui allait faire des courses disait toujours à son mari, ah, on a été au marché, mais qu'est-ce que c'est cher, les produits c'est cher. Et il a toujours entendu ça, sa famille. Et il lui a dit, mais qu'est-ce que tu en sais? Tu n'as jamais été paysanne, toi, tu ne sais pas ce que c'est qu'un jardin. Et le jour où elle a fait exactement comme vous, à la demande de son mari, un jardin, elle s'est rendue compte de ça et elle a arrêté de se plaindre du prix. Et effectivement, vous touchez là quelque chose qui est très important, hein, c'est que nous avons, en laissant l'agriculture à l'industrie, hein, on a appauvri le système. On a tiré les prix vers le bas, et du coup, on a tiré la qualité vers le bas. Et je crois qu'il nous faut refaire le chemin dans le sens inverse pour dire, attention, effectivement, ce que nous mangeons, et ça a un prix exorbitant en travail, comme vous le dites il y a un instant. Alors justement, il y a un auditeur, Barthélemy Massot, qui se propose d'intervenir. Alors on va lui donner la parole brièvement quand même pour nous présenter une association qui s'occupe de supermarchés participatifs et coopératifs. Barthélemy, vous nous entendez? On vous donne la parole. Merci. Oui, donc en effet, je fais partie d'une association qui s'appelle
Locaton, Locaton Svenal, c'est-à-dire c'est le nom qu'on a trouvé. Donc le site internet c'est locaton.org et c'est une association qui a pour objectif de créer un supermarché participatif et coopératif sur le modèle de la Park Slope Food Coop à Brooklyn et plus récemment le modèle du supermarché coopératif La Louve à Paris pour ceux qui connaîtraient déjà. Et donc le principe c'est d'avoir une communauté de consommateurs qui possèdent leur supermarché et qui participent à la louche 3 heures par mois pour mettre les produits en rayon, et ceci afin de baisser un peu les coûts sur les produits de qualité et mieux rémunérer les producteurs, et aussi d'avoir une culture plus forte sur la nourriture en général et toutes les questions qui ont été abordées ce soir, c'est-à-dire l'écologie, une meilleure connaissance des valeurs alimentaires. Donc, une culture qui pourrait se déployer aussi par le fait que les membres participent activement. Et donc, suite à la découverte de ce modèle et suite à la visite du supermarché La Louve à Paris, on a créé une association pour promouvoir ce projet à Stockholm. Et donc, on a créé cette association qui a pour but de rassembler les gens qui veulent créer cette coopérative. Donc voilà, je ne veux pas être trop long, mais je trouve que tous les thèmes qui auraient été abordés ce soir font partie des raisons pour lesquelles on voudrait que ce supermarché existe. Voilà. Donc, je répète le site internet qui présente le projet et puis avec lequel on peut nous contacter, c'est www.locaton.org. Merci beaucoup. Merci à vous pour cette information. On écrira le nom dans le chat, on mettra les informations. Alors, je regroupe 2 questions et je pense que ce seront les dernières compte tenu de l'heure qui passe. Il y a des produits et des légumes qui ne sont pas tant affectés que ça par leurs moyens de production d'un point de vue nutritionnel. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Et puis, quand on n'a pas trop les moyens, qu'est-ce qu'il vaut mieux privilégier, le bio ou le local? Et de la même façon, que penser des fruits et légumes produits en serre? Est-ce qu'ils ont autant d'intrants, de pesticides ou pas, enfin d'intrants chimiques par rapport à ce qui est produit en pleine nature vis-à-vis des agressions extérieures, je vais le dire. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut apporter comme information par rapport à ces remarques-là? Alors, sur ces questions-là, dans mon labo, j'ai un biochimiste à qui on a demandé les fraises par culture hydroponique, enfin tout ce que vous voulez, les salades, et c'est exactement ce que vous demandez. Est-ce que nous n'allons pas nous embarquer avec ce genre d'alimentation dans la même impasse que l'alimentation industrielle il y a 30 ans, qui nous a conduit aux maladies neurodégénératives dont on a parlé? Et il m'a répondu ceci, il m'a répondu, il est impossible de faire un bilan épidémiologique sur un produit avant 20 ans. Donc, en fait, on ne sait pas vraiment. Après, ce qu'on dit, c'est qu'évidemment, tous les ingrédients dans les solutions hydroponiques sont de qualité. Voilà. Tout a été évidemment fait pour que ce soit. Mais on ne sait pas. On sait pas totalement. En tout cas, pour ce qui est de l'agriculture en ferme urbaine. Hein. Voilà. Après, pour le bio, c'est autre chose parce que là, c'est complètement contrôlé. Il y a pas de. Voilà ma réponse à moi. Moi, j'ai des chiffres sur un projet de recherche qu'on est en train de faire. On est là sur un projet de 5 ans qui compare l'agriculture bio sur les céréales. Donc, on a une dizaine de sortes de céréales, des sortes modernes et des sortes anciennes. Et en agriculture bio, en agriculture normale, traditionnelle avec pesticides et tout le tutti. Et en marge de ça, donc on a construit un système digestif in vitro à Örebro
où justement on peut mesurer, donc en fait on fait une espèce de porridge et puis un pain au levain avec toutes ces céréales, et on peut comparer justement la densité de nutriments, la densité en minéraux, en fer, en magnésium, et on peut vraiment déjà voir une grosse différence entre un blé moderne, court, avec des engrais chimiques, et un blé ancien avec une agriculture bio en fait. Parce que justement, la plante va se comporter de façon différente. En fait, les blés modernes sont très courts, les racines ne vont pas en profondeur, les sols sont déjà assez pauvres. Alors qu'en fait, bon, bah, moi, sur tous les blés anciens avec lesquels je travaille, par exemple, on va voir que bon, bah, la plante elle va créer un réseau de racines très profondes. Il y a une masse de plantes qui est tellement grande par rapport à la quantité de grains que justement, il y a une proportion qui va être vachement intéressante. Donc en fait, on s'aperçoit que le prix et l'aspect nutritif pour un produit comme le pain, on a dit c'est pas grave, le pain, l'important c'est qu'il y ait des amidons et des protéines, alors qu'en fait, bon bah, sur le résultat qu'on a eu il n'y a pas longtemps, il y a le pain le plus vendu en Suède qui s'appelle le Lingongruva, qui est un pain avec des RL, très peu, mais très peu. En fait, le pain qu'on avait en test, une tranche qui pesait 32 grammes contenait autant d'une bonne quinzaine de minéraux qu'un pain et demi industriel. C'est-à-dire qu'il fallait manger presque 600 grammes de pain pour avoir autant de minéraux que dans 32 grammes de pain. Donc en fait, la question est-ce qu'on a besoin de mélanger les nutriments avec autant d'amidons trafiqués, de protéines trafiquées, avec tout ce que ça implique, plutôt que de manger un petit morceau de pain qui contiendrait justement tous ces minéraux, toutes ces fibres, et que pour moi, c'est clair comme du cristal que de toute façon, la méthode de production, la qualité de l'aliment entre en jeu. Le problème, c'est comment mesurer ça et comment pouvoir apprendre aux gens qu'il vaut mieux ne pas manger de tomates plutôt que de manger une tomate qui ne contient que de l'eau et qui a brûlé tout un tas d'huile, de pétrole et de ressources. D'accord. Alors, il nous reste quelques minutes et on a Romaric Casabiel qui aimerait nous présenter son projet. Bonjour à tout le monde, donc Romaric Casabiel, donc j'ai très peu de temps, mais je pensais vous présenter mon projet d'entreprise qui s'appelle Panier. Donc l'idée c'était de faire des pique-niques durables en fait, pour l'instant sur Stockholm. Donc, l'idée, bon ben, le pique-nique c'est aussi en lien avec la crise du coronavirus qu'on a aujourd'hui. Savoir que le cadeau 2020 de Noël, qui est représenté en Suède, quel est le cadeau de l'année, c'est Storm Shack pour cette année. Donc, c'est la cuisine de pique-nique. L'idée avec notre panier pique-nique, c'est justement d'aller sur le durable et sur l'économie circulaire avec en fait un sac, assiette, mug, tout ça qu'on ne jette pas. Donc, on récupère le sac complet avec le repas et on le rapporte ensuite. On est complètement contre le take-away et la production de déchets complètement irraisonnés. Pourquoi alimentation locale, végétarienne et écologique? Parce que c'est ce qu'on a décidé de faire. Donc là, c'est un exemple du menu qu'on a commencé. Et en tant que restaurant où vu qu'on produit de la nourriture, on veut aussi être transparent enfin, sur ces valeurs d'alimentation locale, végétarienne et écologique. Donc de saison, donc, ce qui n'est pas forcément aussi simple en Suède. Voilà. Donc, du coup, nous, sur notre modèle, on est sur le local, l'écologie. L'idée, c'est de faire de quelque chose qu'on dit comme climate smart, une valeur qui est très, très répandue en Suède. Il n'y a pas de déchets. Et presque tous les objets qu'on utilise pour la composition de notre service sont d'origine ou de design de Suède ou scandinave. Voilà. Merci à vous. D'accord. Alors, je vois que Cyril nous quitte parce que il y a
son fils qui a besoin de lui. Donc, de toute façon, le temps est passé très vite, en fait. Hein. Je constate que il va me rester à vous remercier vraiment très chaleureusement pour toutes ces présentations, pour toutes les questions et pour la trentaine de personnes qui ont été en ligne tout ce temps. Donc, merci à vous tous. Avant de vous quitter, peut-être, on mettra en ligne, bien sûr, tout ce qu'on peut et ce qu'on nous autorisera à mettre. Mais je voudrais aussi vous inviter à notre prochain webinaire qui se tiendra le 14 janvier à 15h30. Là, ce sera on vous présentera les 4 lauréates du prix des instituts français nordiques, French Institute Nordic Award en bon français, le prix FINA. Et elles nous parleront de leur recherche sur la conservation de la nature et de la biodiversité. Donc, normalement, elles se rendront à Marseille pour assister au Congrès mondial de la nature quand il aura lieu, puisqu'il a été déjà reporté plusieurs fois. Donc, voilà, rendez-vous à bientôt. Rendez-vous, vous aurez un petit questionnaire à remplir très rapide après cette session. Merci encore, merci à tous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.